Alors, des filtres pour téléphone, c'est pas nouveau. Mais celui-ci, spécialement, est sorti fin 2023. Il s'appelle Bold Glamour. Et il a fait beaucoup parler de lui. Bold Glamour, ça veut dire le Bold Glamour Filter. Pour faire simple, c'est un filtre qui est censé vous embellir. Pourquoi ? Parce qu'il crée une image déformée de la réalité. Alors rien de nouveau, c'est un filtre. Mais manifestement, il marche plutôt pas mal. Alors on commence à ne plus faire la différence avec la réalité. Et l'effet psychologique sur vous peut être assez important. Je parle pas uniquement des personnes qui voient ces images et tentent ensuite d'y ressembler. Non, je parle aussi des gens qui utilisent ces filtres, qui se créent une réalité qui n'existe pas, qui se perçoivent par cette réalité qui n'existe pas, et qui commencent à se créer des préoccupations sur des défauts d'apparence qui sont en réalité mineurs. Ça a un nom, ça s'appelle la dysmorphophobie. Et j'ai dû le répéter plusieurs fois ça. Mais je vais pas faire une vidéo là-dessus. Ça a été vu, revu, multivu, et sur cette chaîne, moi j'ai envie de parler de technologie et de son impact dans notre quotidien. Par contre, j'ai envie de jouer à un jeu et de pousser une réflexion. Et si demain, il s'agissait de nos vraies apparences, à tous, dans le monde réel ? Et si le numérique à l'avenir nous affranchissait de notre enveloppe physique ? Alors, je sais, ça paraît fou, mais... Et pourtant, et si nous étions déjà en train de créer les conditions pour que ça arrive ? Bon, on va revenir un peu en arrière. 6000 ans en arrière, pour être exact. À ce moment-là, pour se voir, la seule solution, c'est de trouver un plan d'eau calme et sombre. Alors, c'est pas le setup idéal pour se voir tous les jours. La perception de soi, elle se fait avant tout au travers des autres. Mais 6000 ans en arrière, on a inventé le miroir, en polissant des métaux. Le résultat, il n'est pas incroyable. Le reflet, il est plutôt déformé et rudimentaire. Il va falloir attendre le 1er siècle pour avoir les premiers miroirs en verre. Mais là encore, attention, c'est pas le verre d'aujourd'hui. Donc la qualité n'est pas celle du miroir de votre salle de bain. Et surtout, de toute façon, ça va rester un objet de luxe jusqu'au 19e siècle et la révolution industrielle. Ce qui fait que la relation à notre propre image, elle était assez différente d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous représentez vraiment ce que c'est. Un monde où vous ne pouviez pas voir votre propre image, ou alors vraiment très rarement. Moi personnellement, j'ai beaucoup de mal à imaginer, parce que je passe un temps fou désormais en visio. Je travaille en remote depuis 2012, alors je peux vous dire que j'ai essayé absolument tous les logiciels de visioconférence. Et tous ces logiciels me renvoient à ma propre image. Je suis soumis constamment à mon propre reflet numérique. Bon, le fait de se voir très souvent, beaucoup plus souvent qu'avant, ça a déjà commencé dans les années, fin des années 90, avec la photo numérique. Notre image et la distribution de cette image aux autres a changé. La perception de nous-mêmes a changé. Et c'est désormais accentué énormément avec l'usage massif des réseaux sociaux. Ce qui fait que notre nouvelle réalité, elle est partiellement numérique. Et s'il y a quelque chose qu'on aime bien faire, c'est modifier notre réalité. Alors, ça n'a pas commencé avec le numérique, On savait déjà faire de la retouche photo sur pellicule, on savait jouer sur les composés chimiques pour faire varier les couleurs et l'exposition, on savait utiliser des petits instruments pour faire des petites retouches en grattant directement le papier photo, mais l'effort nécessaire nécessitait des professionnels. Avec le numérique, tout le monde peut retoucher la réalité. J'ai envie de faire une petite parenthèse. J'ai vu une série il y a quelques années qui jouait partiellement sur ce thème. La série s'appelait Altered Carbon. Donc la société, dans Altered Carbon, elle a enfin trouvé une méthode pour sauvegarder la totalité de la conscience humaine dans une pile. Cette pile, elle peut être réimplantée dans n'importe quel corps humain. Ces corps, on appelle ça des enveloppes. Et on peut changer d'enveloppe. Alors attention, c'est pas gratuit. Évidemment, selon que vous soyez puissant ou misérable, la qualité de vos enveloppes va varier, fortement. Alors, c'est pas le seul sujet de la série, mais elle reprend le thème du corps, vu comme une enveloppe de l'esprit. Et cette enveloppe ne correspond pas forcément à l'esprit. C'est-à-dire qu'on peut avoir un esprit jeune dans un corps âgé, un corps attrayant cachant une personnalité morale douteuse, on peut être une femme dans un corps d'homme ou inversement. Alors ce thème il n'est pas nouveau, je peux vous renvoyer vers des classiques de la littérature comme le portrait de Dorian Gray, ou Cyrano de Bergerac même dans un autre style, qui explorait déjà cette opposition entre le corps et l'esprit. Et j'imagine qu'on a tous dans une certaine mesure ressorti cet écart entre les deux. Et plusieurs philosophes d'ailleurs, ils ont exploré ce sujet du corps comme étant une prison de l'esprit, une contrainte. Alors j'ai trouvé une citation de Sartre qui résume bien ça. « Mon corps est à la fois ce que je suis et ce que je subis. C'est-à-dire qu'il est à la fois la totalité de mes possibilités et ce qui me limite à chaque instant. » Sauf que désormais, la technologie nous permet de redéfinir cette réalité, de faire tomber ces limites. Alors est-ce que le numérique pourrait être une porte de sortie de cette prison, ou est-ce qu'il va en devenir une autre ? La première tentative numérique, j'entends, pour remodeler cette réalité, c'est tout simplement les jeux vidéo. Un jeu vidéo, ça nous permet d'être sportif ou aventurier depuis un canapé en tongs claquettes, mais c'est un monde très limité, régi par les règles d'un jeu.
Et puis, un jour, en 2003, est arrivé Second Life. Alors je pourrais honnêtement faire une vidéo entière dessus, mais je vais essayer de rester concis. Imaginez un monde virtuel qui reproduit notre monde actuel, sauf que vous avez la possibilité d'incarner qui vous voulez. C'est un lieu social, un métavers, c'est-à-dire un monde parallèle virtuel et immersif. Vous êtes immergé dedans, mais tout est virtuel. Alors ça va faire du bruit, hein. Les marques, elles vont investir les lieux, elles vont utiliser la monnaie locale pour acheter des bâtiments, des enseignes et faire de la pub. On va même avoir des cabinets de recrutement qui vont ouvrir des bureaux à l'intérieur de Second Life et qui vont y organiser des recrutements depuis le métavers. Bon, mais malgré tout le buzz qu'il y a eu autour de Second Life, si vous êtes né après les années 90, je suis pas sûr que vous en ayez entendu parler. Parce que la hype, elle est retombée à peu près en 2007. Par contre, le concept de métavers, lui, il est pas retombé dans l'oubli. Bon, déjà, j'aurais pas assez d'une vidéo pour vous décrire les œuvres de fiction qui vous parlent de métavers. Hein, au cinéma, ça va de Existence à Inception, en passant par Matrix. Et si vous êtes fan de culture japonaise, le métavers, c'est sans doute l'un des thèmes les plus surexploités de ces dernières années. Il y a eu Sword Art Online, Shangri-La Frontier, Axine, et j'en passe, parce que c'est impossible d'en faire le tour. Mais bon, c'est pas parce que Star Wars existe qu'on se balade en navette spatiale tous les jours. Il y a un pas entre ces œuvres de fiction et notre réalité. Un pas qu'a tenté de faire Mark Zuckerberg, en renommant la société Facebook en Meta en 2021. Mark Zuckerberg, il a fait un pari sur la réalité virtuelle, et ses casques Quest Pro. Lui, ce qu'il voulait, c'était nous permettre encore de changer d'enveloppe et de naviguer dans un univers parallèle. Alors, le pari, on va pas dire qu'il est gagnant pour l'instant, parce qu'on parlait de 4 milliards de pertes en 2023 pour la division en charge du métavers. Mais Mark, il y croit toujours, et l'interview qu'il donne en fin 2023, il montre quand même des progrès réels. Oui, parce que, rappelez-vous, on part quand même de ça. Hein. Bon, malgré tout, je peux pas m'empêcher de me demander, et s'il avait tort? Et si recréer un univers parallèle en réalité virtuelle était vraiment la clé? Parce que, ok, devenir épéiste dans un nouveau monde à explorer, naviguer entre les planètes dans un jeu immersif, c'est pas mal. Mais reproduire le monde actuel pour en faire une copie avec tous ses défauts que je m'infligerais à travers un casque, bah, je suis un peu moins sûr. Et je différencie vraiment les deux. Hein. C'est-à-dire que les jeux en VR, c'est une chose, et honnêtement, ça m'attire, je me dis ça va être sympa à faire. Par contre, le métavers, lui, il me convainc pas pour l'instant. Et Apple a une autre façon d'approcher le même problème. Et si plutôt que de créer une seconde réalité, on augmentait la réalité actuelle? Bon, c'est peut-être le moment de parler un peu de réalité augmentée. Il est possible que vous ne connaissiez pas bien la différence entre réalité augmentée et réalité virtuelle. La réalité virtuelle, c'est une immersion complète dans un univers numérique. La réalité augmentée, c'est une superposition d'éléments numériques sur le monde réel. Et ça, c'est le pari du casque d'Apple. Oui, parce que, sauf si vous étiez dans une grotte depuis le début de l'année, Apple a sorti un casque, le Vision Pro, et c'est un monstre de technologie. Alors, je vais corriger quand même un tout petit peu, c'est pas stricto sensu de la réalité augmentée, c'est ce qu'on appelle de la réalité mixte. En mettant le casque, vous voyez l'intérieur du casque. Mais ce casque, il filme la réalité environnante et vous la rediffuse en temps réel via un écran intégré. Et par-dessus, il va superposer une interface. Donc vous pouvez vous balader dans votre cuisine. La cuisine, elle va être filmée par le casque, retranscrite à l'intérieur du casque. Elle va être projetée sur l'écran virtuel qui est dans votre champ de vision. Sauf qu'en plus, le casque, il va rajouter des éléments par-dessus. Par exemple, vous allez pouvoir faire des visios en même temps et votre avatar, il va retranscrire avec une grande fidélité vos expressions de visage. Parce qu'en fait, il y a plein de capteurs dans le casque qui va regarder votre visage et le retranscrire sur la visio. Bon bref, puisqu'on augmente la réalité, on a maintenant toutes les briques pour la modifier, cette réalité, non? Projetons-nous un peu. Et si cette technologie se miniaturisait et se démocratisait? Et si plutôt que d'avoir un casque, nous avions des lunettes ou des lentilles? Alors pour ceux qui ont un peu de mémoire, Google a déjà sorti les Google Glass dans le passé. Mais bon, on va dire que Google n'est pas le meilleur pour faire du matériel. Et nous n'avions pas non plus les mêmes softwares en 2011. Par contre, ce que ça montre, c'est que l'idée n'est pas bête, et surtout elle est faisable. Alors poursuivons cette expérience théorique. Imaginons que la technologie du casque soit transférée dans le téléphone qu'on a tous dans la poche. Et que ce téléphone, donc, communique en sans fil avec ses lunettes ou ses lentilles. Et si notre avatar virtuel lors des visios était déduit non pas des images reçues par les capteurs à l'intérieur du casque, mais par des modèles préentraînés sur notre visage, des modèles qui sauraient très bien comment notre visage doit apparaître, quelles émotions montrer en fonction de notre intonation de voix, de notre rythme cardiaque, de la dilatation de nos pupilles aussi. Bref, et si demain, cette technologie était plus discrète, plus abordable aussi, et si elle devenait mainstream? Eh bien, ce serait sans doute l'occasion de revoir encore notre rapport au monde. Alors revenons à nos histoires de filtres, notre fameuse quête pour remodeler la réalité. Enfin, notre avatar dans cette réalité. Avec cette technologie, on parle plus de métavers et de notre apparence dans un monde qu'on sait factice.
Cette fois-ci, on pourrait aller plus loin dans le monde réel. On pourrait imaginer que le logiciel implanté dans ces machines puisse transformer l'image des visages qu'on croise pour y appliquer des filtres choisis par les utilisateurs qui nous croisent. Bon, pour être plus précis, imaginons, j'ai ces lentilles sur les yeux. Je suis connecté constamment à une réalité mixte, qui est devenue mon quotidien, et que j'éteindrai peut-être que le soir. Je pourrais choisir dans une galerie de filtres celui qui modifie mon visage, ou mes habits aussi, de la façon que je souhaite. Ça pourrait être pour être plus joli, par exemple, ou avec un teint différent, ou avec des oreilles de chat, ou je sais pas quoi encore. Chaque personne qui me croiserait recevrait un petit bout d'information permettant d'appliquer ce filtre sur moi en temps réel dans ses propres lentilles. Ouais, ok, c'est un peu dystopique tout ça. Alors, d'un côté, on ferait moins de chirurgie, mais alors on aurait une tétrachier d'utilisateurs ultra connectés avec des lentilles de contact, des téléphones et une déformation permanente de la réalité. Bon, vous me diriez, ça ressemble déjà un peu à ce qu'on a, mais ce serait encore plus accentué. En fait, la représentation qui s'en rapproche le plus, c'est peut-être les humains qu'il y a dans Wall-E, et qui ne se voient plus que par écran interposé. Alors, Wall-E, c'est joli, hein, c'est coloré, mais le fond, il n'est pas spécialement réjouissant. Alors, est-ce que ça peut faire peur? Ça, je ne sais pas, parce que d'un autre côté, encore une fois, qu'est-ce que l'enveloppe? Est-ce qu'on doit la subir ou l'accepter, même si elle renvoie une image différente de ce qu'on est ou ce qu'on pense être? Est-ce que, finalement, l'humanité ne serait pas en train de se libérer d'une entrave? C'est un peu ce que dit le transhumanisme, finalement. Bon, bien sûr, on pourrait s'épargner tout ce scénario de science-fiction si on arrivait déjà à accepter l'imperfection chez nous ou chez les autres. Mais j'ai l'impression qu'on n'en prend pas trop le chemin. Notre rapport à l'image est de plus en plus fort. Bref, je suis vraiment pas sûr que la tendance aille vers une acceptation d'une image naturelle. Et on touche là un paradoxe intéressant, parce que pour se débarrasser des contraintes de notre corps physique, on pourrait avoir recours à des outils numériques dont l'objet serait de transformer notre image dans le monde réel. On boucle un peu quand même là, mais avec l'illusion de reprendre un peu de contrôle. Alors moi je vous laisse avec cette question. Dans un monde où la technologie nous permettrait de transformer notre apparence à volonté, est-ce que vous choisiriez de l'utiliser? Et si oui, comment? Plutôt dans une vie parallèle à travers un métavers, ou plutôt dans une réalité augmentée, que vous pourriez modeler à votre convenance? Pour ma part, je vous cache pas, je trouve ça assez difficile de se positionner là-dessus, et je sais pas quelle attitude j'aurais dans un tel monde. De toute façon, on aura peut-être dépassé toutes les limites planétaires avant d'atteindre ce niveau de technologie, donc le mur de la réalité, il va nous rattraper avant. Mais si c'était pas le cas, si cette technologie était massivement utilisée, au même titre que les téléphones portables aujourd'hui, qui résisterait à avoir l'air mieux? Enfin, quelle que soit la définition personnelle qu'on peut avoir d'être mieux. Moi, je sais pas répondre à ça. En fin de compte, cette quête pour remodeler notre apparence, elle révèle beaucoup sur notre désir d'identité et de perfection. Peut-être que la technologie nous offrira des moyens inédits de nous exprimer et de nous percevoir. Ou peut-être que nous découvrirons de nouvelles façons de nous accepter tels que nous sommes. Ou peut-être enfin que nous allons créer une nouvelle forme de dépendance via une hyperconnexion nous permettant de garder une illusion de contrôle sur notre apparence et nos relations. Bon, voilà. Il n'y a pas longtemps, j'avais dit dans une outro de vidéo que j'avais pas envie de me cantonner à un type de sujet, que j'avais envie de parler de thèmes un peu différents. Alors là, on peut dire que là, c'est différent. Et en fait, vraiment, j'ai bien aimé faire cette vidéo-là. C'est plutôt sympa. Je crois que vraiment, c'est l'une de celles que j'ai écrit le plus rapidement possible. Parce qu'en fait, je crois que ça me rappelle des discussions, enfin des bons moments avec des amis où on parlait d'art, de cinéma, de livres, de BD. Et on imaginait un peu les influences sur le monde. On changeait le monde constamment. Puis voilà, après, tu grandis, tu bosses, tu parles tout le temps de ton boulot. Et alors j'aime bien aussi, mon boulot il me passionne, bien sûr, mais j'ai pas envie de parler que de ça, quoi. Cette chaîne, c'est l'occasion de mixer un peu les deux. C'est-à-dire que je peux parler de technologie, de culture, d'histoire et d'impact sur la société. Comment la technologie, elle a un impact sur notre quotidien. Et finalement, c'est ça qui est intéressant avec la technologie, c'est les conséquences, quels sont les usages qu'il y a derrière la tech. C'est pas de la tech pour de la tech, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Bon bref, et pour faire la petite histoire de cette vidéo-là, elle est née d'une vidéo que j'ai vue de Cyrus North. Alors il parle de ce fameux filtre TikTok, dont je parle dans l'introduction, et des conséquences sur les gens. Mais moi je trouvais qu'il y avait une autre piste de réflexion intéressante à explorer. Et voilà, ça donne ça. Bon allez, sur ce, à une prochaine. Allez, à plus.